Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Inès Leonarduzzi. Inès est la fondatrice de Digital for the Planet, une initiative qui vise à réduire la pollution digitale en aidant les entreprises à faire leur transition digitale écologique, c'est-à-dire en les alertant et les éduquant sur leur consommation des outils digitaux, d'Internet et leur impact sur la planète. Car on n'y pense pas forcément, et c'est là le problème, mais chaque email envoyé par exemple, puis stocké dans votre boîte de réception et donc sur des serveurs, a un impact négatif sur la planète. Dans cet épisode, Inès nous parle de ce concept d'écologie digitale et de comment il s'est imposé à elle. En parallèle de Digital for the Planet, Inès est la fondatrice des Women Inspiring Talks, des événements où elle réunit des femmes de tous horizons pour partager expériences et savoir-faire. Riche de ses études littéraires, artistiques et en école de commerce, de ses expériences de la Normandie à New York en passant par Paris, Inès est toujours là où on ne l'attend pas, et dans cet épisode, elle nous raconte comment tous ces projets, aussi divers qu'ils soient, l'ont menée à là où elle en est aujourd'hui. Afin que vous puissiez vous intéresser de plus près à tout ce dont Inès parle dans cet épisode, je vous mettrai tous les liens de ces références sur generationxx.fr, sur mes réseaux sociaux et en description de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Inès. Bonjour. Je suis hyper contente de t'avoir. C'est un honneur pour moi, Siam, merci. Inès, je voudrais commencer par te demander à quoi tu rêvais plus jeune. Plus jeune, ça peut être quand tu avais 18 ans par exemple, ou quand tu as passé ton bac et que tu te disais « Ok, je fais quoi maintenant ?» À quoi tu rêvais? Alors, c'est une très bonne question. J'ai eu pas mal de rêves étant petite. Je crois que j'ai beaucoup rêvé d'être chanteuse. J'ai rêvé à être actrice aussi. Et un peu plus jeune que 18 ans, je me rappelle que je regardais les séries américaines avec des femmes habillées en tailleur et des hauts talons dans les rues de New York. Et je me disais, je vais faire ça. On me disait, mais quoi, ça va ça, là, ce qu'elle fait, je vais faire ça. Voilà, c'est un peu ce à quoi je rêvais. Donc du coup, peut-être que ça m'a inspirée, actrice, chanteuse et en tailleur et talons dans les grandes rues. Et donc comment t'en es venue à faire des études de lettres du coup? Comment j'en suis venue à faire des études de lettres? C'est que je suis une fondue de littérature. J'adore ça depuis que je suis petite et que je savais pas vraiment où j'allais. Donc, clairement aussi, il y a beaucoup de... J'étais un peu en mode artiste, qui sait pas trop ce qu'elle voulait. C'était très confus pour moi de savoir ce qu'on pouvait faire, surtout. Moi, j'ai fait mes études dans un lycée de Normandie et j'avais l'impression que c'était beaucoup professorat, médical. On sortait pas trop, chargé de marketing, communication, mais c'était très nébuleux. On comprenait pas vraiment c'était quoi les vrais métiers. On avait des espèces de fiches métiers au CDI et on en était là encore. Et c'était pas clair pour moi, donc rien ne me convenait. Tout était trop conventionnel et trop conformiste pour moi. Donc j'ai essayé de suivre ma voie, de rester, de me ressembler, d'aller continuer à lire en fait. Tu es partie à New York étudier l'art. À quel moment de ta vie ça correspond, ce moment où tu pars aux États-Unis? Le moment où je pars aux États-Unis, c'est un besoin d'évasion. J'ai besoin peut-être de voir en réel ce que je regardais à la télé depuis toujours. D'aller rencontrer ces fameuses dames, et finalement je les ai rencontrées. Je deviens jeune fille au père dans une famille dans l'Upper West Side, et la maman est médecin et professeur à Columbia, et le papa est un trader du World Trade Center, donc vraiment le cliché. 2 jumeaux, une petite fille dont je m'occupe, et puis un soir une des amies de la maman vient, on parle d'art, moi j'y connais absolument rien, et je dis cette toile, oui, on sent beaucoup de frustration, et puis il y a une certaine tension, mais là il est pas franc du collier quand même. J'étais une gamine qui racontait un peu sa vie. Et la dame me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, mais tu as étudié l'art? Je dis, absolument pas. Elle me dit, ça se voit. Et elle me dit, mais ça t'intéresserait? J'ai dit, pourquoi pas. Et il se trouve qu'elle était directrice des programmes chez Christie's Education. Et elle me dit, le soir, t'as qu'à venir et t'étudieras le art business. Et du coup, je me suis mise dedans aussi, pareil, de manière un peu sérendipitique. Pourquoi pas. Pendant combien de temps? 6 mois. C'était un certificat qui se faisait en 6 mois et c'était beaucoup de travail, beaucoup de visites de galeries, beaucoup de lectures. On avait des belles conférences d'auteurs. Et au-delà de savoir comment
Donc quand t'as un tableau, c'était surtout l'approche complètement allégorique du monde et de la société par les artistes eux-mêmes. Et c'était cette rencontre-là qui m'a le plus plu, le plus marqué de cette expérience. C'était ce retour d'artiste. C'est toujours hyper enrichissant. Il y a peu de temps, j'étais au Napoléon à Val d'Isère et on a rencontré un artiste chinois, un artiste contemporain, qui a dit une chose merveilleuse. Il a dit c'est génial de vouloir créer un empire, mais parfois tout ce qu'on obtient à le vouloir, c'est d'avoir ce qu'on a déjà, mais en pire. Et je trouve qu'il y a qu'un artiste qui peut te dire ça. Et voilà, et c'est ce genre de punchline qui me font aimer les artistes et ce côté complètement poétique de la réalité de la société. Et donc après ces 6 mois de formation, est-ce que tu en savais plus sur ce que tu avais envie de faire? Est-ce que là, les perspectives se sont élargies? Non, toujours pas. Ça restait encore très théorique pour moi. Je comprenais toujours pas comment fonctionnait le monde et le marché. Il se trouve que j'ai toujours été très à côté de la plaque. C'est réel, c'est très honnête, mais je t'assure, Siam, depuis petite, j'ai toujours compris les mouvements bien après. Mais en fait, il faut m'expliquer longtemps, mais je comprends vite. C'est aussi ma force. Et donc, quand j'ai fini mes études, je savais toujours pas où j'allais. J'avais pas de truc prédéfini. Tout ce que je voulais, c'était y aller. Ça, j'en étais sûre, mais où, c'était une vaste question. Ce qui m'a permis de définir davantage mon chemin, c'est les rencontres. C'est les gens, c'est les rôles modèles. C'est d'avoir des gens en face de moi et me dire, ok, ça m'intéresse. Ça, ce pendant-là de ce qu'elle fait, j'adore. Ce versant-là de son métier à lui, c'est génial. Et c'est comment tu multiplies les rencontres pour multiplier les regards et du coup créer quelque chose qui soit un éventail de tous les champs des possibles et après de créer un peu ta cuisine. Tu dis dans une interview, j'ai la chance d'avoir été coachée par un mentor au début de ma carrière et je me répète cette phrase magique, différencie l'impossible et l'extraordinaire et tu réussiras. Petit clin d'œil à Angélique. C'est cette personne qui m'a dit cette phrase il y a très longtemps, il y a à peu près 10 ans. Oui, c'est différencier l'impossible de l'extraordinaire. C'est simplement transformer tes craintes en optimisme et de différencier la condescendance et l'assurance. J'ai lu ça quelque part il y a pas longtemps. Et puis c'est aussi ne pas avoir peur de se donner les moyens, de penser grand. C'est des concepts hyper américains, j'ai pas l'impression d'inventer l'eau chaude quand je raconte ça, mais les évidences sont faites pour être rappelées. Et penser grand, c'est une évidence, think big, on a l'impression de le lire partout, mais c'est ultra important à tout moment. Ça veut dire quoi pour toi justement, penser grand ? Penser grand, ça veut dire ne pas se mettre de barrières. J'aime beaucoup dire aussi sur un malentendu, ça peut passer. Trouver des failles et s'immiscer à l'intérieur, briser un système quand il est trop rigide. La société d'aujourd'hui, elle a besoin de souplesse, elle a besoin d'agilité. C'est un mot qu'on entend énormément. Mais on a besoin de s'assouplir pour pouvoir intégrer le plus de gens. On parle beaucoup d'inclusion, d'inclure le plus de diversité possible. Mais ça ne passe que par des systèmes souples. On ne peut pas dire aux gens qui ne pensent pas du tout comme nous, qui n'ont pas du tout les mêmes parcours que nous, qui n'ont pas les mêmes idéaux que nous, leur dire venez. On est prêt à vous accueillir, mais sans rien changer dans une structure. Donc penser grand, c'est se permettre de penser que parce qu'on existe, on peut briser des systèmes et en faire quelque chose de mieux et qui parle à plus de gens. Du coup, c'est marrant parce que tu viens de définir en gros ce que tu fais un peu aujourd'hui, dans ton job d'aujourd'hui, dans tes jobs d'aujourd'hui. Mais donc si je retourne à New York, t'as commencé, je crois, tu me dis si c'est ça, dans des grands groupes de luxe, LVMH, Kering. Et si aujourd'hui, ton envie c'est de briser les codes, c'est de trouver les failles pour s'immiscer, quand t'étais dans ces grands groupes, qu'est-ce que t'as appris du système? Est-ce que t'avais l'impression qu'il fallait que t'apprennes des codes? Clairement. Alors, s'il y a des codes qu'il faut apprendre, clairement, si je les ai appris, je n'en sais rien. C'est pour moi le plus gros de l'exercice, d'apprendre les codes. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, hélas. J'aimerais beaucoup, parfois, ça me simplifierait beaucoup de choses. Mais je crois que c'est important de se ressembler, c'est important d'être proche de soi. Et les codes, ils sont importants parce que ça vient harmoniser un ensemble de personnes, mais ça bride aussi des personnalités. Et si l'entreprise de demain, ça devient un incubateur de personnalités, on doit pouvoir les laisser s'exprimer telles qu'elles sont. Les codes, en ce sens, me dérangent. Mais il n'y a rien de belliqueux ou de provoquant ou de rebelle en disant ça. C'est simplement essayer de trouver une juste mesure. Et alors les codes, moi par exemple, je sais pourquoi j'ai quitté l'entreprise.
Ça consiste en un seul mot, c'est le reporting. J'ai jamais compris le principe d'un reporting. C'est quelque chose qui m'angoissait profondément, d'abord par le temps que ça demande, c'est hyper chronophage, et puis de définir une trame, une matrice avec qu'est-ce que je vais faire pour que ça marche, et comment je t'explique que ça va marcher, et quelles ressources il va me faire. C'est beaucoup trop de travail, je n'étais pas Einstein, et je le suis toujours pas du reste. Cette idée du reporting où on passait énormément de temps pour justifier, pour bouger une oreille, à l'époque où le digital arrivait et où il fallait être hyper agile et réagir rapidement aux émotions, aux tendances éphémères, celles qui arrivent comme ça mais qui te laissent penser qu'il y a autre chose qui arrive et de suivre ton instinct, là t'étais en train de suivre un raisonnement qui n'était pas plus forcément le tien. Tout échappait, une bonne idée le matin devenait complètement obsolète le soir et c'était contre-productif. Et donc du coup je me prenais des blâmes, je me prenais des avertissements et c'était terrible. Mais mon travail était fait. En revanche, je crois que j'ai rarement délivré un reporting qu'on m'a demandé. Donc les codes en entreprise, oui, c'est quelque chose que je conseillerais à n'importe qui de maîtriser, mais il faut savoir s'en extraire pour rester soi-même. T'es resté combien de temps, du coup, toi, dans ces grandes entreprises ? Je suis restée, en tout et pour tout, j'ai dû faire 4 bonnes années en entreprise. C'est très peu. Et entre-temps, t'étais revenue en France ou tout ça, c'était encore à New York ? Non, c'est États-Unis et France confondus. D'accord. Et donc après, tu t'es lancée en tant que consultante ? Absolument. T'as monté ta société. Comment elle s'appelait, ta société ? Alors, parce que moi, je me rappelle d'une anecdote dont tu nous as parlé à une conférence. C'était la petite Inès. C'est la ça, jeune Inès. La jeune Inès. Oui, parce qu'en fait, j'étais toujours trop jeune, j'étais toujours pas assez senior, j'étais pas assez formée, pas assez expérimentée. J'adore le concept de l'expérience, mais à mon sens, ça n'éclaire que ce qu'il y a derrière toi. Enfin, tout est toujours nouveau. Donc, l'expérience, c'est un concept très polymorphe. Donc, la jeune Inès, ouais, juste pour faire un pied de nez. Donc, j'aimais bien arriver dans les bureaux comptables et dire c'est à qui qu'on doit faire le chèque, la jeune Inès. Non, mais votre société, oui, la jeune Inès. C'était un peu pour marquer les esprits. Bon, là, j'avoue, c'était un petit peu provocation. Il y avait un peu de provocation. Et donc, en fait, dans cette société, toi, t'étais consultante, c'est ça ? C'est ça. En fait, une société, c'est beaucoup dire. J'avais quelques freelances qui travaillaient avec moi quand on avait beaucoup de contrats et de missions. J'étais surtout toute seule et ça consistait à développer une méthode agile qui s'appelait Leadership Experience, qui s'appelle toujours, et puis qui m'a permis de déployer des nouvelles méthodes liées au futur du travail dans des grands groupes. Mes anciens employeurs m'ont rappelé pour leur apprendre les méthodes agiles et le test fast, fail fast et learn fast, alors que c'est tout ce qu'on me reprochait avant, en fait. Donc, c'était marrant de voir que, mais en fait, c'est pas mal. C'est toi qui allais les chercher, du coup, quand t'es partie de ces grands groupes, t'es devenue consultante, et tu t'es dit, tiens, en fait, mes premiers clients, ça va être mes anciens employeurs. Alors, absolument pas, ça s'est fait de manière assez hasardeuse. J'ai déjeuné avec d'anciennes collègues qui me demandaient ce que je devenais, je leur racontais, et en fait, elles m'ont rappelé en me disant, écoute, on a pensé à un truc, tu pourrais peut-être venir et nous faire une conférence, et puis organiser un workshop. Et c'est parti un peu comme ça. C'était comment le premier contrat que t'as décroché ? La première mission que t'as décrochée en tant que consultante, tu t'en rappelles ? Ouais. C'était comment ? T'as très peur. Soudain, tu te dis, mais ça y est, c'est ma vie. Et là, t'es sans filet. Une question très honnête aussi que tu te poses, c'est combien je facture ? Mais c'est ça. Et ça, parce que ça, tu l'apprends nulle part. Tu l'apprends nulle part. Personne te dit combien. Et quand je réalise combien je facturais avant, c'est honteux. C'était dérisoire. Et eux, les gens me disaient oui. Et je me rappelle même d'un contrat, c'était un des premiers, où j'ai donné mon budget et la personne d'elle-même a dit bon, je vais mettre sur l'Excel et elle a mis 500 € de plus. En mode, j'ai tellement pitié, c'est tellement mignon que je vais faire ma BA du jour. En même temps, c'est hyper dur, à moins d'aller... Est-ce que t'es allé demander des conseils ou non ? En fait, t'as appris au fur et à mesure. Comment t'as fait finalement ? Écoute, aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes femmes et d'hommes du reste qui se lancent dans le conseil indépendant, qui viennent me demander combien ils doivent facturer. Mais moi, effectivement, j'avais personne. D'abord parce que j'osais pas. J'ai toujours eu ce souci de parler d'argent. Tu sais, j'ai été élevée, j'ai grandi en Normandie, donc il y a un côté... on parle pas d'argent, c'est très mal. Jamais su combien mes parents gagnaient. C'est quelque chose une question qui se pose pas. Alors non, je me débrouillais un peu, je me débrouillais seule et puis je tâtais mais c'était vraiment pas évident parce que on a peur de louper le contrat, on a peur d'être trop cher, mais finalement il y a aussi cette idée que si tu n'es pas assez cher, c'est que ton service n'est pas assez bon.
Et alors aujourd'hui, dans les conseils que je peux prodiguer à des jeunes consultants, c'est leur dire non mais facture au temps homme, c'est-à-dire que tu te mets un taux horaire, tu calcules sur une journée combien d'heures tu as besoin, ça te fait combien de jours en tout, et puis tu sors quelque chose de cohérent comme ça. Si demain ton client te dit non mais attendez, votre tarif il est pas du tout réaliste, tu dis bah écoutez, si vous m'avez demandé A, B et C, moi ça me prend tant de temps pour faire ça, tu peux même détailler la recherche, la mise en page, etc. Et ça me prend tant de temps, il se trouve que je suis payée tant de temps, rappelez-vous que j'ai des charges, parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens omettent, et donc ça fait tant. Donc c'est quelque chose de parfaitement honnête, et aujourd'hui c'est comme ça aussi que je construis mes budgets. Et comment t'as su ce sur quoi t'allais conseiller les entreprises? Parce que tu vois, on pourrait se dire, voilà, t'avais 4 ans d'expérience dans des grands groupes, mais comme tu disais, t'en avais pas 10, t'en avais pas 20, t'étais la jeune Inès. Est-ce que ça demande de la confiance en soi? Est-ce que ça te demande de l'aplomb? Est-ce que c'est de la naïveté au sens de bah j'ai rien à perdre, je vais essayer? Qu'est-ce qui t'aide un peu à te lancer là-dedans? Il y a beaucoup de naïveté, clairement, et c'est quelque chose qu'on devrait tous garder. C'est une naïveté que je perds au fil des années, mais je me rendais même pas compte de ce que je demandais et de ce que j'allais ce à quoi j'allais prétendre aujourd'hui. Quand je réalise et je fais un peu un step back je me dis mais j'étais complètement folle, mais pour qui je me prenais? Et d'ailleurs c'est une question qu'on me demandait souvent, on me disait mais pour qui vous vous prenez? Je disais mais l'important c'est pas pour qui je me prends, c'est qui je vais devenir. Et c'est avec ces personnes-là qu'on a envie de travailler. Moi je pense déjà à qui vous serez demain. Je dis mais pour qui je me prenais? Et en fait, non, faut pas que je rougisse de ça. Parce que finalement, c'est quand j'avais ces propos-là qu'on me disait, OK, elle vaut le détour. Et on va l'écouter. Donc oui, j'avais très peu d'expérience. Je pense que ce que j'avais à offrir pour répondre à ta question, c'était un regard neuf, justement naïf, mais instruit tout de même. Et puis, quelque part, je n'étais pas embuée par tout ce qui bloque l'avancée, le progrès. C'est-à-dire que je n'avais pas tous ces process en tête dans lesquels tu t'embourbes en fait, finalement ça te bloque, ça te restreint, tu peux pas penser plus haut parce que c'est très lourd à porter psychologiquement, et moi j'avais pas tout ça, j'avais cette liberté totale qui me permettait d'imaginer et de tirer les plans sur la comète et de les proposer, et comme je disais, sur un malentendu ça pouvait passer. T'avais quel âge quand tu t'es lancée du coup en tant que consultante? Presque 25 ans. Ouais, non, 25 ans. Donc il y a 5 ans à peu près, c'est ça? Ouais, un petit peu moins, j'avais bien 25 ans bien entamé. Comment t'as évolué ces dernières années dans ce métier et pourquoi t'as eu besoin, envie de lancer des projets annexes comme le brunch, comme les Women Inspiring Talks? Enfin, d'où ça vient? Je pense que il y a une part d'hyperactivité déjà. Ensuite, j'ai envie de tester. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de test and learn. L'expérience, il y a que ça qui fait... Je ne crois pas en l'idée de monter un projet sur 2 ans et de le sortir éventuellement. Enfin, 2 ans, aujourd'hui, ça en vaut 100. Comment tu veux monter un projet qui n'aura lieu que dans 2 ans? Donc, faire des choses tout de suite. Bienvenue dans le monde de la précipitation et puis de l'incertitude, finalement. Le brunch, c'était complètement... c'était un pari de copine. En fait, je voyageais énormément. Je travaillais en freelance pour une grande marque retail. Je m'occupais de tout le parc allemand. Et j'étais du lundi au vendredi pendant 6 mois en Allemagne. J'avais ce fameux rendez-vous que j'organisais avec mes copines tous les jeudis soirs que je n'avais plus. Donc, j'organisais un brunch de temps en temps le dimanche chez moi où j'invitais toutes mes copines. Et puis tout était maison, la brioche, les cakes, le banana bread, on ramenait du bon thé bio, il y avait des fruits, des jus frais, et en fait c'était un peu voilà notre moment à nous. Et j'ai une copine qui me dit oh ce serait génial de faire un brunch clandestin. J'ai dit mais j'en rêve. Elle me dit oh mais c'est impossible. Et je dis oh écoute, impossible, il y a plein de choses qui peuvent devenir extraordinaires plutôt qu'impossibles. Et elle me dit toi t'es capable. Elle me dit mais je sais pas si tu le ferais. J'ai dit bah tu sais quoi, on va voir. Et j'ai commencé à ouvrir un site où j'ai dit aux gens bah si vous souhaitez, il y a un brunch qui a lieu chez moi le dimanche, n'hésitez pas à venir. Finalement, ça a eu un énorme succès. Tout le monde est venu, mais on avait des artistes, des personnalités publiques, des grands patrons de société, des étudiants, des danseurs dans des troupes du théâtre du Châtelet. On avait des... Puis après, il y a eu les étrangers. Il y a eu des Australiens, des Japonais. J'avais des gens qui venaient du Japon, ils retiraient leurs petites chaussures en rentrant chez moi et puis qui se mettaient en tailleur. C'était énorme et c'était complètement improbable. Un jour, j'ai appelé une copine pendant le brunch et elle me dit ça va? J'ai dit bah écoute, ça va bien, j'avais pas de clients. Puis là, j'ai Bruno Solo qui vient d'arriver avec toute sa famille, ils sont 8 dans mon salon. Et c'était voilà, donc Bruno et Véronique qui étaient là, mais il y en a eu plein d'autres et c'était hyper marrant. Mais ça c'était des amis d'amis. Comment ça s'est connu en fait? Au départ c'était vraiment les amis après leurs amis, et puis la presse s'en est emparée
Et ça a fait un tour du monde. Il y avait le Harper Bazaar Russie, il y avait le Vogue Japon, il y avait le Elle Belgique, le Elle français, enfin tous les blogs de food, le fooding qui a fait une mention spéciale, qui avait créé une petite catégorie annexe pour le brunch clandestin. Et c'était n'importe quoi, en fait. Et c'était n'importe quoi. Mais figure-toi que il y a un truc qu'il faut dire de manière très prosaïque, la bouffe est ultra fédératrice. Et je crois que je n'ai jamais rencontré autant de gens que pendant le brunch. Ça a été un accélérateur incroyable. On pouvait vraiment appeler ça un accélérateur de personnalité, finalement, parce que j'ai appris tellement de choses. Je passais mes dimanches avec des gens que je connaissais pas chez moi. Et ça, tu faisais payer les gens ou pas? Il y avait un tarif qui était de 30 € et c'était un brunch healthy avec... que toi, tu préparais... Que je préparais devant eux. D'accord. C'était un menu en carte blanche. Ils savaient absolument pas ce qu'ils mangeaient. Et je m'adaptais. Et alors, c'était marrant parce que c'était une cuisine ouverte. Ils étaient tous là dans le salon avec des tables de jardin que j'étais allée chercher chez Jiffy. Et je disais, vous aimez tous le gingembre? Ça va? Et là, je dis, ouais, c'est bon. Ah, moi, pas trop. Ok. Et donc, du coup, j'adaptais. Ok, toi, je te mets pas de gingembre. C'était marrant. Donc ça, c'est comment est arrivé le brunch. Le brunch est arrivé de manière complètement hasardeuse à nouveau. Paris de copines, qui a été une énorme réussite. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré bien 2 ans. J'ai toujours dit depuis le départ que ce serait un brunch clandestin et éphémère. D'ailleurs, c'est vraiment les 2 mots qui définissent Brunch by Inès. Et j'ai toujours dit, ça arrêtera. Il y aura un moment donné, je ne sais pas quand, mais il y en aura plus. En tout cas, pas sous cette forme-là. Et depuis, j'ai des gens qui m'ont appelé à Miami pour faire une franchise, faire des collaborations avec des grands magasins, parce que la marque est restée quelque chose d'hyper sympathique aux yeux des gens. Justement, tu parlais d'hyperactivité et là, je te demande à chaque fois combien de temps durent tes projets. Est-ce qu'il y a un besoin de te renouveler constamment, d'aller vers des nouvelles choses? Comment à chaque fois tu choisis ces nouveaux projets? Comment tu passes d'un nouveau projet à un autre? Et est-ce que, oui, chez toi, il y a cette envie de nouveauté, cette envie d'aller chercher quelque chose, tu vois, que t'as pas encore fait avant? Davantage que du renouvellement, c'est plus de l'évolution. Finalement, il est peut-être improbable pour les gens de trouver du lien entre mon expérience dans la mode, mon expérience dans le healthy food, mon expérience dans les conférences pour les femmes, mon expérience dans l'écologie, mon expérience dans la littérature, et finalement, moi, tout ça est un fil rouge. Et sans ces projets-là, je ne serais pas allée au 2e, ni au 3e. Par ailleurs, il y a eu 2-3 autres projets qui ont vu le jour, mais qui ont été des échecs. C'est important de le signaler, mais qui m'ont beaucoup appris et qui eux-mêmes ont été des points importants pour passer au step d'après. Lesquels, par exemple? Woman Spectre, qui était un magazine de haute culture féminine, que j'ai lancé avec un collectif d'écrivaines, d'auteurs et de journalistes parisiennes. Elles font partie des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Tout animé par l'envie de faire de ce projet une réussite. Il se trouve que pour des raisons que ce serait un peu long à développer, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. En fait, ça a été beaucoup trop rapide et on s'est trouvé en manque de moyens, tout simplement. Mais il y a eu plein de projets comme ça qui jonchent un peu le chemin et qui sont des étapes nécessaires. Le brunch, je n'aurais jamais pu faire Women Inspiring Talks, donc ce réseau féminin que j'ai créé à Paris et qui réunit des femmes géniales de tous bords, que ce soit l'art, la politique, l'entrepreneuriat, la start-up, la grande entreprise, la chercheuse d'emploi, l'auteur. Je l'aurais jamais fait sans le brunch parce que j'avais pas compris avant le brunch qu'il fallait des agapés pour ravir les gens, pour te donner envie d'être à l'aise. Mais ça lève les barrières. Un buffet avec plein de choses à manger pour plein de gens différents. Ça paraît peut-être idiot de dire ça, mais il faut le voir pour le croire et c'est assez fort. Et puis après, les choses suivent leur cours. J'ai réalisé que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était l'humain. J'ai besoin de continuer d'apprendre. Comme je te l'ai dit, je ne savais absolument pas où j'allais. Malgré les études, malgré la culture, malgré les voyages, au-delà de tout ça, qui est très important, ce sont les rencontres. Et ce sont vraiment les rencontres qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Tu parles de ce fil rouge. Est-ce que tu as une mission, un engagement qui te tient à cœur et qui justement t'aide à choisir quels projets valent la peine de s'y consacrer? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour toi et qui te guident justement dans ce chemin? Je suis assez convaincue du fait que quand un projet est le bon, c'est parce que tu n'as plus du tout envie de regarder derrière toi et que ça t'a accaparé. C'est un peu comme rencontrer la personne de tes rêves. Quand tu la rencontres, bizarrement, t'as plus du tout envie de regarder ni à droite ni à gauche, c'est cette personne et uniquement. C'est un peu pareil avec un projet, parce que c'est quelque chose que tu sors de toi, c'est une partie de toi, un projet. Donc tu peux pas te mentir là-dessus. Il y a des choses qui te tentent, et là se pose l'écueil, c'est de ne pas partir dans tous les sens. C'est un peu ce que je faisais avant, mais heureusement. Ça m'a beaucoup appris, j'ai démultiplié mes expériences et mon regard sur les choses. Après, moi, l'exercice que je m'impose depuis à peu près 6 mois, c'est d'identifier les projets géniaux mais pas pertinents, avec un tiret entre chaque mot. C'est un concept, les projets géniaux mais pas pertinents.
Il y en a, mais on peut pas tout faire et on s'épuise sinon. Mais un projet, quand il est vraiment le bon, c'est celui qui te tient en éveil toute la nuit, celui qui te fait frémir et tu penses plus qu'à ça et t'as plus du tout envie de faire autre chose. Après, encore une fois, faut qu'il y ait de l'humain, il faut que ça soit utile, il faut que ça fasse sens. Ça se vaut pour le brunch, ça se vaut pour un magazine en ligne, ça se vaut pour un réseau social féminin physique, ça se vaut pour un écolabel certifiant en écologie digitale. Justement, est-ce que tu peux nous parler de Digital for the Planet, le projet que tu as monté l'an dernier, sur lequel tu travailles maintenant aujourd'hui? Et là, on a perdu tous tes auditeurs. La transition est ultra brutale. C'est toi qui l'as faite, c'est toi qui as fini sur l'écologie. Moi, je n'ai fait que rebondir. C'est juste. Alors, Digital for the Planet, il se trouve que le digital, c'est un peu une culture pour moi. J'interviens beaucoup aussi en entreprise sur les enjeux du digital, du futur du travail dans le cadre du digital, parce que il faut penser le digital comme une culture. Donc finalement, c'est un peu moi, parmi tant d'autres, qui va voir les décideurs, les patrons, les salariés en leur disant « Non mais attends, ton LinkedIn doit être le bon, Twitter tu dois être dessus, qu'est-ce qu'on met sur Facebook, qu'est-ce qu'on met pas, etc. » La data, la programmatique, le social media, on vient d'en parler. Et tout ça, ce sont des choses que, les entreprises ont du mal avec ce vocabulaire et finalement, je faisais partie de ceux qui venaient évangéliser et démocratiser le propos. Ça, c'était dans le cadre de ton activité de consultance. Absolument. Et puis, je suis en Italie, je fais une randonnée au-dessus de Côme, dans la montagne, et en fait, en pleine introspection, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, je me dis, mais ça consomme combien le digital, en fait? Ça se passe comment cette énergie, en fait, qu'on voit pas, parce que les mails, je les reçois, mais où que je sois, j'étais au-dessus de ma montagne et je recevais des emails, j'étais assez surprise. Et je me dis, ça consomme quoi? C'est quoi l'impact? Et en fait, je redescends de ma petite montagne et je vais faire mes recherches et je réalise qu'en fait, c'est énormissime. L'énergie que requiert le digital. Ça tape essentiellement sur des énergies fossiles, sur des énergies sur du nucléaire, sur du charbon, par exemple. Et en fait, avec les booms immobiliers, les gens dans les grandes villes vivent dans des espaces beaucoup plus petits. Donc l'électricité ménagère, par exemple, qui avant était très impactante, l'est beaucoup moins aujourd'hui. On n'a jamais voyagé pour aussi peu cher, mais du coup ça fait qu'on n'est jamais chez nous. On est toujours dehors, donc on consomme beaucoup moins d'énergie électrique chez soi. Par ailleurs, les voitures, qui avant étaient un gros poste de pollution, le sont beaucoup moins parce qu'on est passé au collaboratif avec Blablacar, par exemple, ou avec Uber, avec des grandes campagnes institutionnelles sur les transports en commun. En revanche, on a démultiplié nos devices. Aujourd'hui, on a tous 2 iPads, 3 Mac, enfin j'exagère, une montre connectée, une télé connectée, et ça va en grandissant. Et c'est devenu la 2e industrie la plus polluante du monde, après l'aérospatiale. En ce sens, quand tu demandes à une entreprise d'aller te digitaliser pour 4000 personnes, je dis un chiffre au hasard, et qui vont tous utiliser le digital comme si c'était une ressource naturelle, une ressource abondante, sans fin. En fait, oui, elle l'est, mais elle épuise énormément les ressources de la planète. Et là, il fallait agir. Donc en fait, j'ai cherché des experts en écologie digitale dans le monde entier, j'en ai trouvé 0. J'avais 4 braves et courageux journalistes qui avaient écrit un sombre article sur le sujet, mais c'est tout. Et en fait, j'ai jamais réussi à les recontacter. Donc, je suis allée voir des gens décideurs, des gens influents à ce niveau-là, au niveau de l'économie française et de l'écologie française. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai une super idée, sauf que je sais absolument pas comment faire, j'y connais rien. Et on m'a dit, écoutez, nous non plus, il va falloir que vous bougiez. Donc, j'ai passé mon temps, jour et nuit, à me former, à faire de moi une experte en écologie digitale, à lire tout ce que je pouvais trouver, à faire des recherches avec l'ADEME, avec Greenpeace, à chercher toutes les technologies qui existaient. J'ai réalisé qu'il y avait un écosystème de clean tech en France et en Europe, mais génialissime. Il y a des gens qui font des bateaux low-tech pour ramasser tous les sacs plastiques en tour du monde dans la mer et qui vont les déposer dans des ports les plus pauvres et les plus pollués du monde, en Afrique, en Asie et en Inde. Et là-bas, ils vont leur apprendre à transformer les sacs plastiques en carburant écologique pour qu'ils puissent les revendre. Donc en fait, ils leur donnent les machines pour le faire, ce carburant, et ils créent de fait des micro-économies. Donc le mec s'appelle Simon Bernard, il a 27 ans, c'est un héros. J'ai rencontré une jeune femme qui fait de la lumière pour les bâtiments à partir de la luminescence des poissons dans la mer. On a des choses on n'est plus sur le mec de 80 balais qui vient t'expliquer comment il a bien bousillé la planète à son époque et maintenant comment il faut ramasser les sacs plastiques sur les plages. En fait, c'est plus tout ça qu'on attend. On a une vraie émergence rafraîchissante de gens engagés, de gens qui ont des vrais projets, qui ont des lumières dans la tête pour l'écologie, et il faut les mettre en scène. Et Digital for the Planet, c'est un label certifiant pour les grands groupes français d'abord, parce que la France doit être un exemple, et il se trouve que ce projet-là n'existe nulle part dans le monde, et de leur apprendre à utiliser le digital de manière sage, de manière altruiste. On parle pas d'éco-responsabilité, mais on
parle d'éco-bienveillance. Et il s'agit là de leur montrer ce qui se passe, de leur expliquer qu'en fait, il ne faut pas se comporter avec le digital comme des nouveaux riches avec l'argent, qu'on claque pas ça comme ça sans prendre garde à ce que coûte 1 euro. En fait, ça a une valeur. Simplement, le cerveau n'est pas câblé pour se rendre compte des dangers qu'il ne voit pas et qui sont immatériels. Donc on a l'impression que c'est pas très grave. Et alors cet enjeu est circulaire. Pourquoi ? Parce que toutes ces entreprises qui se feront certifier par notre label, nous on paye nos charges avec ces revenus, mais tous les bénéfices, et alors les charges sont hyper transparentes sur notre site, et tous les revenus passent les bénéfices sont retournés à la clean tech française. Donc c'est comment réinjecter l'argent pour permettre le développement de cette émergence clean tech. Donc les bad guys d'hier deviennent les héros de demain. Les entreprises ont un vrai rôle à jouer au niveau sociétal. Une entreprise, c'est un reflet social de toutes les façons. Et donc ça détermine beaucoup dans nos comportements. On sent que c'est quelque chose qui te passionne, enfin que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et est-ce que du coup ça a marqué un tournant, tu trouves, dans ta carrière, en tout cas dans ton parcours ? Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau ? Ça m'a fait grandir, en fait, d'étudier autant tout ce temps-là m'a apporté la réalité sous une autre lumière. C'est la notion de sustainability. J'aime le dire en anglais parce que en français on traduirait par de la durabilité. Et en fait, j'ai 30 ans et je réalise aujourd'hui que au-delà de la précipitation qui peut être nécessaire et bonne, il faut savoir être durable. Ce projet-là, il m'a appris à quel point on n'était rien et que la planète était importante. Je viens pas du tout d'un milieu écologiste. Je viens pas du tout d'un truc hyper extrémiste là-dessus. Je suis un peu lambda, je suis la citoyenne lambda. Je fais effectivement mon tri, mais j'évite de jeter les papiers sur le trottoir, mais je suis pas non plus l'exemple. C'est aussi important d'incarner ça et de le dire ouvertement pour dire il y a pas que les gens intello sur l'écologie qui font des projets comme ça. En fait, n'importe qui peut le faire. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Mais il y a aussi cet enjeu de durabilité et de se dire que en fait, la planète, on devrait en prendre soin comme on prend soin de ses propres enfants, et de dire ça, c'est tellement niais, mais à la fois c'est tellement vrai. Et tout à l'heure on en parlait, des phrases galvaudées qu'on lit un peu partout, mais cette phrase-là, elle fait tellement sens. Et si tu me l'avais dit il y a 1 an, Siam, c'est évident que je t'aurais dit tu peux trouver quelque chose d'un peu plus profond quand même. Mais en fait, finalement, c'est ça. Si on aime nos enfants, on doit aimer la planète. Et quand on voit ce qu'une mine de diamants cause à la planète, au sol, sans parler des conditions humaines, sur un chantier de mine de diamants, on s'alerte, on est obligé. Ma question, c'était aussi pour savoir si tu as trouvé en toi un engagement. Est-ce que tu te sens engagé peut-être plus qu'avant ? Ou est-ce que c'est une nouvelle forme d'engagement ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Engagé différemment, plus que nouveau ou plus qu'avant. Il se trouve qu'il y a un écho évident entre l'écologie et les femmes. Les femmes sont la population la plus impactée par le changement climatique dans le monde. Quand tu vas dans des régions du monde comme l'Afrique, l'Inde ou l'Asie, ce sont les femmes qui vont au travail. Ce sont les femmes qui vont chercher le manioc ou cueillir le riz. Dans certaines contrées, très peu de moyens de contraception. Une femme tombe enceinte, du coup, à peu près tous les 17 mois. Et t'as beaucoup de fausses couches pendant le travail. T'as beaucoup de décès. T'as beaucoup de femmes qui tombent malades brutalement et qui parfois succombent. Donc beaucoup de bébés qui meurent. Et on s'en rend pas compte parce que ça se voit pas, parce que pour elles, c'est quelque chose de galvaudé. C'est quelque chose qui arrive fréquemment, presque quotidiennement. Donc on n'en parle pas et donc nous, on s'offusque pas. Mais les femmes sont les premières impactées par le changement climatique. Donc de m'attaquer à des causes comme celle de l'écologie digitale, qui est devenue aujourd'hui une énorme source de pollution, qui est celle de la pollution numérique, et de rester sur des enjeux de femmes avec le Women Inspiring Talk qui cette année va s'engager davantage sur la diversité, parce que c'est bien le féminisme, mais quand c'est un entre-soi et qu'on reste sur des valeurs élitistes, c'est pas ça finalement le féminisme. C'est aussi de ramener des femmes qui ne se ressemblent pas, qui ont pas forcément les mêmes codes que toi, qui parlent pas forcément comme toi, qui s'habillent pas comme toi, qui pensent différemment, qui ont des valeurs ailleurs. C'est ça qui fonde un socle serein et solide dans une entreprise. Donc ça aussi c'est un enjeu. Et pour répondre à ta question, oui, bien évidemment mon engagement a changé. Il est beaucoup plus universel. Je parlais de durabilité tout à l'heure. J'ai réalisé que ce qui était important, c'était l'hygiène, en ce sens qu'il faut faire des choses propres, en opposition à ce qui est sale, d'un point de vue civique ou social. Ce qui est important aussi, c'est l'écoute. On se rend compte que si on n'écoute pas, on grandit pas. Ce sont des choses qui sont importantes. Et la mesure, parce qu'il faut pas trop donner ou trop prendre, tout en veillant à donner ou prendre suffisamment, mais de sorte à ce que ce soit durable. La durabilité, en fait, c'est devenu un peu un mot auquel je fais très attention. Une notion qui doit être présente en permanence dans mes engagements.
Pour mesurer la portée d'un engagement, on peut utiliser 2 mots, la réussite, le succès. Quand est-ce qu'on sait que notre engagement a du succès? J'aimerais te demander en fait comment toi tu définis ces 2 mots. Et j'ai trouvé une phrase que tu as partagée sur tes réseaux sociaux. Tu dis: quand arrive la réussite ou le succès, s'ouvre un chemin où il s'agit de lutter sans cesse contre le confort. La réussite, le succès, ça n'a rien de constant ni de fixe. Il s'agit de cesser de croire qu'un jour on est arrivé. Est-ce que t'es toujours d'accord avec ça? Je sais plus quand est-ce que t'avais écrit ça, mais c'est pas super récent, mais est-ce que t'es toujours d'accord avec ça? Et justement, quand tu portes un tel engagement, comment tu fais pour te dire: ah ouais, là, on a réussi? Ou est-ce que justement, on réussit jamais et c'est ça qui nous porte? Dire qu'on réussit jamais, c'est dur, parce que ça démotive. Faut rester très simple. Comment moi je mesure une réussite ou un succès, de manière très factuelle. Sur mon réseau de femmes qui va s'engager sur la diversité, j'ai un programme que je développe avec des partenaires entreprises. Sur 15 femmes issues de la diversité, il faut que, au bout d'un an, il y ait du ROI. Il faut que je puisse revenir en disant: voilà ce qui est arrivé à ces 15 femmes de positif. C'est peu suffisant, et c'est plus suffisant que de monter des événements aujourd'hui pour des femmes, de ramener plein de partenariats entreprises où finalement elles montrent patte blanche en disant: vous avez vu, on a contribué, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est en écho avec nos valeurs, ok. Ou des organisateurs d'une structure se mettent aussi en lumière parce que vous avez vu, on est des gens gentils et on fait des choses bien. Et finalement, les femmes pour qui on a créé cet événement, on ne sait pas ce qu'elles deviennent, on ne sait pas ce qu'elles en ont tiré. Donc le ROI est une notion hyper importante. Il faut être capable de porter attention à ça. Tout à l'heure, je parlais d'écoute. Mais ROI, retour sur investissement, du coup. Oui, absolument. Ouais. Merci. C'est plus pédagogue que moi. C'est ultra important par rapport à l'écologie digitale. La certification des grands groupes, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Donc avec une grande structure qui est un tiers de confiance neutre, assez connu puis assez centrale en France, on va créer le DSQ, c'est le Digital Sustainability Quotient. Et chaque année, en partenariat avec un grand quotidien économique, on va monter un classement en fait des 10 entreprises les plus digitally sustainable. Ça c'est du ROI pour moi, et c'est ce qui va définir le succès des initiatives. C'est du concret en fait. C'est du concret. À un moment donné, c'est bien de parler, c'est bien d'énoncer des grandes théories, de dire qu'on est altruiste et humaniste, mais il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut arriver avec des vraies résonances. Par exemple, le projet sur la diversité des femmes, j'ai une grande entreprise qui m'a dit: nous on vous suit, mais par contre il faut que ce soit plus grand parce que votre initiative n'est pas assez grande et du coup il y aura pas assez de retombées. Les gens vont pas s'y intéresser et l'impact médiatique est trop petit. Sauf que moi, avec les moyens que j'ai, je ne peux pas me permettre d'attraper 100 femmes. Oui, on peut le faire, mais alors me demandez pas de faire un retour sur investissement en vous disant: voilà, nous on a investi tant et voilà ce que ça a donné à ces femmes-là, est-ce qu'elles en ont tiré. 30% ont décroché des super contrats dans des grandes boîtes qu'elles n'auraient pas eu avant. 15% ont pu créer leurs entreprises et il se trouve qu'elles ont signé leur premier contrat parce qu'elles avaient des sponsoring et parce que ces personnes-là leur ont permis de rencontrer les bonnes personnes. Et je peux pas faire ça, je peux pas juste dire: oui, vous avez vu, on a fait une super initiative, on était avec des grands groupes et en fait on a fait un événement énormissime. Donc je te balance mes KPI, mes chiffres, avec il y avait 10 000 personnes, il y avait 150 posts à la journée sur Facebook, 300 tweets par jour, ok, mais les femmes, elles sont où et qu'est-ce qu'elles ont? Donc le succès, il est là. Et forcément, ce sera jamais du 100%. Donc quand je dis on n'est jamais arrivé, c'est qu'il faut toujours continuer. Il y a aussi une histoire de jamais arriver parce que on croit souvent qu'on est quelqu'un, mais au fond on est plusieurs. J'ai entendu ça dans un film, j'ai adoré, je la place. Mais l'enjeu c'est de transmettre aussi. Parce qu'on a un problème aussi souvent, c'est qu'on pense qu'on a le monopole d'une cause. Finalement, faut travailler en équipe. Il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui ont les mêmes combats que les miens ou que les tiens, et qui finalement, c'est juste parce que t'es arrivé un peu avant eux, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas venir. Mais en fait, ces gens-là, il faut transmettre déjà avec les best practices, ce que t'as pu faire de bien, et dire peut-être que lui peut faire mieux, ou peut-être que lui, avec son complément et son apport, on peut en faire encore plus haut. Je crois beaucoup en l'idée de quick wins. De faire des actions qui te font gagner tout de suite et qui installent de l'énergie positive en se disant hey, mais ça marche. Plutôt que de faire une énorme initiative où finalement tu vois plus le bout du tunnel. Le quick wins, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et ce que je veux faire cette année en tout cas. Et c'est ça qui rend, tu le dis très bien, là, qui donne de la bonne énergie, qui rend optimiste aussi, plutôt que de s'attaquer à une grande cause et on sait pas par où prendre le problème en fait. Exactement. Oui, je pense que think big, comme on disait, mais il faut faire attention de ne pas vouloir porter des costumes taillés trop grands pour soi. Il y a
quelques heures, j'ai répondu à un questionnaire sur l'ambition. C'est une étude qui est en train d'être faite, je sais plus par quel organisme, et il y avait plein de questions sur l'ambition. Est-ce que vous vous sentez ambitieuse? Est-ce que c'était beaucoup sur la différence entre l'ambition des femmes, l'ambition des hommes? Enfin bref, c'est un énorme débat qu'on va pas lancer maintenant, mais ce mot ambition, j'aimerais bien que tu me dises ce que toi t'en penses. L'ambition, c'est marrant, j'ai eu une conversation à ce sujet il y a pas longtemps. Comme beaucoup de gens, je te dirais que la première chose qui me vient, c'est en 2018, c'est pas normal qu'un homme ambitieux ce soit cool, qu'une femme ambitieuse ce soit dangereux. Et l'ambition, finalement, c'est savoir exactement ce qu'on veut et y aller. Est-ce que l'ambition, c'est aussi quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut, mais qu'on veut y aller quand même? Est-ce que l'ambition, c'est casser des portes et rentrer de force? Est-ce que l'ambition, c'est attendre patiemment et est-ce que c'est mal de faire ça? Je sais pas trop. C'est encore une fois un concept hyper polymorphe. Il n'y a pas qu'une définition on en parlait une autre fois de l'ambition et ça appartient à chacun. Je pense qu'il faut pas s'arrêter sur des mots. Je pense que les mots c'est un mot un peu trop binaire. Tu l'es ou tu l'es pas, c'est pas aussi simple que ça. Merci beaucoup Inès. Merci à toi Siam. À très vite. À bientôt. Merci infiniment à Inès d'avoir partagé son parcours et ses projets à mon micro. Je vous invite à la suivre sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram @InesLeonarduzzi pour être tenu au courant des avancées de tous ses projets. Suivez aussi les pages Facebook de Digital Force the Planet et de Women Inspiring Talk car des événements sont régulièrement organisés. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire et de recommander le podcast sur leurs réseaux sociaux. Ça me touche et ça m'aide beaucoup. Belle journée ou belle soirée et à mercredi prochain.